Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors, Jonathan, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour Yes We Care. Alors, petite intro, donc tu es le cofondateur de Shodo. C'est bien cela. C'est une ESN, donc une entreprise qui propose des services numériques, qui est quand même pas comme les autres, notamment par son obsession, comme tu le dis, de réconcilier la performance et la justice dans le monde du travail. Ouais. En quelques années, Shodo a grandi vite, très vite. Vous êtes 150 collaborateurs, 16 millions de chiffre d'affaires, des filiales qui essaiment un peu partout en France. Mais derrière cette croissance, il y a aussi une autre quête, et c'est pour ça qu'on est ici. C'est celle de l'équité dans la répartition de la valeur, une gouvernance partagée et une vraie cohérence entre discours et actes. Que ce soit aussi au niveau de la rémunération des dirigeants, capital ouvert, pas de dividendes, culture du care, semaine de 4 jours, transparence radicale. Tu coches un peu toutes les cases de l'entreprise alternative, mais sans renoncer à la performance. Donc c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc j'ai hâte que tu nous expliques tout ça. Est-ce qu'on peut commencer déjà par ton parcours et nous expliquer ce qui t'a amené du coup à vouloir un peu réinventer les codes de l'entreprise ? Déjà, merci pour ce résumé hyper complet. Merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, je m'appelle John. J'ai bientôt 45 ans. J'ai cofondé Shodo en 2019 avec Guillaume Ferron. Effectivement, tu l'as dit, pour... je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, je vais le dire. Vas-y. On voulait apporter une réponse sociale au frein principal de notre corporation qui est un turnover massif. Le turnover moyen dans notre corporation, il est entre 25 et 30%. Ouais. Et tu vois, tu as parlé de performance. En fait, ce turnover-là nous empêche de bien faire notre métier, c'est-à-dire les personnes qui vont démarrer des projets seront rarement celles et ceux qui vont les finir. Donc, se pose un problème de vision, de savoir-faire. Quand tu es sur des projets qui vont durer parfois plusieurs années, tu as cet enjeu-là de satisfaction qui fait que d'un côté, tu as des clients qui peuvent perdre patience, parce qu'en fait, on facture quand même des accompagnements qui sont hyper chers. Pour revenir juste à l'activité, donc toi, tu vends des jours hommes, on va dire, tu vends des prestations informatiques qui sont réalisées par des développeurs que vous embauchez et que vous mettez à... Schématiquement, c'est ça. Soit tu peux vendre du temps et du savoir-faire, soit tu vas vendre de la valeur, c'est-à-dire tu vas vendre du projet, tu vas t'engager sur des résultats ou tu vas t'engager sur un moyen. Et effectivement, 30% de turnover, quand tu as des mecs qui se sont engagés sur des projets, c'est embêtant. Et en plus, c'est ta matière première, en fait. 30% de turnover, schématiquement, c'est en 3 ans, toute ta boîte a tourné. Ouais, voilà, donc effectivement, tu l'as dit. Et en fait, tu as un schéma qui fait que tu n'es plus en capacité d'accompagner tes clients. On est disrupté depuis 10 ans par l'essor du modèle indépendant, puisqu'en fait, à un moment donné, les gens se détournent du salariat, en ESN particulièrement, pour se mettre à leur compte. Et il nous semblait important de pouvoir apporter une réponse, parce que moi, en tant que dirigeant, je n'avais pas envie de continuer dans un secteur où tu es poussé vers la 2e division, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait un peu l'image de l'ESN, donc cette entreprise de conseil services numériques, d'avoir des gens qui sont un peu propulsés partout, qui n'ont pas choisi l'endroit où ils pouvaient bosser, ils n'ont pas choisi la mission. Ils gagnent pas non plus des sommes folles, ou alors ils sont pas associés à ce point-là en fait à la valeur qu'ils créent. Et en fait, ce qui s'est passé, comme tu dis, tout le monde a voulu se barrer entre guillemets pour être indépendant et en fait gagner directement. Pour complémenter, alors les gens gagnent quand même très bien leur vie dans la tech, tu vois, ça je pense c'est important de le souligner. En revanche, et tu as raison, il y a un vrai problème de redistribution de la valeur, parce que schématiquement, tu vois, si chaque personne rapporte 50-60 000 euros de marge brute,
quand tu gagnes 3 ou 4 000 euros d'augmentation par an, c'est-à-dire 5 et 6 000 euros chargés, tu vois, tu n'as pris même pas un dixième de la valeur brute que tu rapportes. Bref, tout est discutable. Il y a un problème de curseur. C'est les réponses qu'on a tenté d'apporter à travers Shodo. Et ces réponses-là, tu vois, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont le fruit d'échanges qu'on a eu avec plusieurs centaines de développeurs, développeuses. Dans notre vie précédente, quand on recrutait, on avait toujours tu vois, des candidats, des candidates qui nous expliquaient pourquoi elles voulaient nous rejoindre. Et puis on a eu aussi malheureusement des gens qui sont mis à nous quitter et qui, dans le cadre de offboarding, nous ont expliqué tout un tas de raisons qui sont devenues les specs du modèle de Shodo. Et ces specs, elles sont relativement simples. C'est de la reconnaissance, c'est avoir une meilleure équité dans la redistribution, une harmonie entre la sphère privée et la sphère pro. Et puis, le quatrième enjeu, c'est un enjeu d'inclusion, parce que c'est un secteur qui est pas inclusif. Il y a une surreprésentation de mecs, il n'y a pas assez de meufs. Et ça fait partie des enjeux qu'on a essayé de tacler. Mais toi, pourquoi c'est super, hein, tu as envie de faire un truc durable, social, génial, mais en fait, d'où ça vient? C'est quoi ton parcours Mon parcours, tu vois, moi j'ai toujours bossé en ESN. J'ai commencé dans des fonctions commerciales, j'ai évolué ensuite sur la direction commerciale, sur la direction des opérations. J'ai cofondé une boîte en tant que salarié. Et tu vois, j'ai toujours été dans des fonctions où dans ma vie d'avant, je pilotais les boîtes essentiellement à travers tu vois, des KPI financiers, notamment des KPI de revenus. C'était comme ça que moi, je pouvais avoir des bonus confortables. Et en fait, ça m'a pris du temps de questionner ce que je faisais parce que tu vois, au début, quand tu touches des bonus, tu te dis que tu as bien fait ton boulot. Et puis en fait, assez rapidement, j'ai commencé quand même à me rendre compte que ce qui me permettait, moi, de gagner de l'argent étaient des décisions qui, à moyen terme, faisaient partir des gens. En gros, c'est un jeu de vase communicant. Hein. Si tu veux maximiser ton revenu, tu n'augmentes pas trop les gens, tu formes pas trop les gens, tu leur donnes pas trop de moyens. Et en fait, tu vas avoir une approche hyper héroïste, dans le sens héroïque du terme. Et en fait, l'impact, c'est qu'à un moment donné, les gens partent parce qu'ils considèrent que le service qui est apporté dans le cadre du salariat n'est plus suffisamment bon. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai eu une forme de questionnement en termes de une perte de sens un peu. De perte de sens, parce que j'étais pas en accord, au fond, avec cette manière de faire. Après, je gagnais bien ma vie, donc tu vois, le questionnement, dur, il est un peu plus douloureux, quoi, parce que l'argent te fait procrastiner, en fait. Mais si tu veux, vraiment, moi, ce qui à un moment donné a achevé de me convaincre, c'est que moi, je suis convaincu que c'est un modèle qui, en l'état, n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un très haut niveau de performance, d'expertise, à partir du moment où tu n'es plus capable de respecter les deux piliers du secteur. Ces piliers sont hyper simples. C'est savoir fidéliser. Plus personne ne sait le faire. Et savoir bien recruter. Là, on a encore quelques acteurs à bien savoir le faire. Mais on a un vrai souci, tu vois, puisque toi, tu as un podcast qui est quand même très marque employeur. Il y a un principe qui est, je pense, tout le monde a compris dans le monde de l'entreprise, quels que soient les secteurs et quels que soient les métiers, c'est que en fait, la fidélisation coûte moins cher que l'acquisition. On le respecte dans tous les métiers, sauf dans le monde des ESN, puisque en fait, on va investir massivement dans l'acquisition. Oui, on se dit qu'il y aura toujours un pool. On met 0 copec dans la fidélisation, alors que c'est moins cher. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, le turnover, parce que ce qui fait rester les gens, c'est les gens. Donc, c'est un peu... C'est les gens. Je pense qu'aussi, dans une logique d'entreprise, c'est très, très compliqué d'avoir une bonne ambiance à partir du moment où tu n'as pas de résultats qui sont corrects. Les résultats, tu les as aussi parce que tu es capable de garder les gens et d'apporter de la valeur en clientèle. Ça, pour moi, c'est inévitable. Mais à partir du moment où tu es de moins en moins capable de le faire, et puis que finalement, tu vois, le bien-être au travail qui coûte cher, parce que tout ça coûte cher, évidemment,
n'est plus au rendez-vous, les gens partent. Moi, c'est ma lecture de tout le turnover qui sévit dans le secteur. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais une start-up avant, et effectivement, les ESN, sur la partie RH, avaient un vrai sujet là-dessus. Ouais. Donc moi, je leur disais, les gars, le management, c'est la clé, en fait. Mais ce qui est très compliqué dans ce métier-là, c'est que tu as tous les collaborateurs qui sont pas chez toi, en fait, donc ils sont chez le client. Oui. Donc ils vont éventuellement, ils peuvent même pas trop s'attacher au client parce que sinon c'est dangereux pour la boîte d'en face, parce que sinon on les considère comme des salariés. Il faut pas que ce soit le cas. Et en même temps, quand vous les faites revenir, c'est sur leur temps perso. Oui. Donc comment vous avez fait pour trouver un modèle? Quand tu écoutais les ESN en face, c'était le truc impossible à résoudre, tu vois. C'est la nouvelle génération qui allait pas. C'est vrai. Les réponses qu'on a apportées, tu vois, c'est ce que je te disais. Effectivement, là, tu touches du doigt l'harmonie vie pro, vie perso. Nous, on a remis ce qu'on appelle la veille, ton activité de formation, de montée en compétences. On l'a remis sur le temps de travail à travers des journées qu'on appelle des journées communautés, qui sont payées par ta facturation et qui ont pour vocation, tu vois, en général en moyenne une fois par mois, un jour par mois, de faire en sorte que celles et ceux qui le veulent et le peuvent, parce qu'en fait on fait quand même du service et on est là pour apporter de la valeur en clientèle, mais c'est des journées qui sont faites pour être passées avec les collègues en interne, pour se former, pour échanger, pour partager le savoir-faire. Et donc on répond déjà, tu vois, à ta question sur le sentiment d'appartenance à travers ce modèle-là. On y répond aussi en ayant ouvert le capital, en faisant en sorte que tu vois, chaque membre de Shodo puisse être détenteur d'une part du capital social, ce qui veut dire que quelque part, non seulement tu vois, c'est ta boîte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir versement de dividendes, voire demain un exit, c'est partagé. Il y a une transparence de fait. Alors, du coup, ça veut dire que c'est pas juste des BSPCE. Non. Ils sont vraiment actionnaires. On a vraiment fait. Nous, on a fait des manco qui ont des tensions directes de part sociale de l'entreprise. Donc non, c'est pas des BPCE. C'est vraiment des actionnaires qui sont conviés aux AG, qui de fait ont accès à une forme de transparence qui est légale, parce qu'à partir du moment où tu es associé, tu es convoqué aux AG. Dans les AG, tu as de la data, tu vois, que tu peux pas. Et ça, c'est pour tous les collaborateurs ? Ouais. En fait, on a donné le choix à tout le monde de pouvoir rentrer au capital. Un minimum d'ancienneté quand même, ou même pas ? Alors, en fait, on fait un tour de table tous les ans. Ouais. Où en fait, on va régler les entrées-sorties. Et donc, effectivement, dans les faits, donc, tout le monde peut rentrer au capital, mais tu rentres après avoir fait un an dans la boîte. Mais il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions suspensives. D'accord. Et il faut quand même acheter des actions, j'imagine ? Oui. Mais elles sont valorisées au nominal, donc tu vois, il n'y a pas de skin in the game, il n'y a pas de tu vas t'endetter sur tes données perso pour acheter du capital. Ok, hyper intéressant. Et alors, juste pour revenir en fait à ton parcours, donc on a donc c'est ton expérience où c'est la folie, tu gravis tous les échelons. T'as une belle vie, t'as un beau salaire, etc. Mais tu as une perte de sens. Et donc, tout de suite, tu décides d'aller créer un modèle alternatif avec tes collègues. Ouais, écoute, c'est plus compliqué que ça, mais pour entrer dans le détail, en 2018, déjà, ça fait 8 ans que je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui est une très très belle boîte, mais pour moi, qui a besoin de se renouveler au moment où on a besoin de se renouveler. On est en train de... on est une boîte qui a eu beaucoup de succès, mais on est tous devenus des gros chats, tu vois. Il y a un besoin, je pense, qui est important de se remettre... en question. Moi, à ce moment-là, j'ai envie d'aller retravailler la politique de rémunération des commerciaux pour être en capacité d'aller remettre le versement de la partie variable en adéquation avec la réalité de la boîte et les besoins réels de l'entreprise. Je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être long, je sais que quand tu commences à toucher politique de rémunération des gens qui sont en front office, y a de la pression. Et à partir du moment où j'aborde ce sujet-là, tu en es en début d'année 2018, dans ma tête, il y a un scénario, il y a un plan B qui est de se dire, si j'arrive pas à changer la boîte, le plus simple, c'est tu te changes toi. D'accord. Et en fait, c'est parti. Enfin, tu vois, Et le blocage s'est fait, du coup ?
Alors après, il se trouve que très rapidement, en début d'année 2018, tu vois, mon père tombe malade très très vite, meurt très très vite. Et là, en fait, je me rends compte que... c'est un déclic, quoi. Ouais, c'est un déclic. Je me rends compte que ça fait déjà plusieurs mois, voire années que je procrastine. Et que en fait, j'ai envie de... Tu vois, en fait, j'ai vraiment... j'ai plus envie de bosser comme ça. Donc, et les specs, en fait... tu vois, moi, c'est un secteur en 2018. J'ai commencé à bosser en 2005, 2004, 2005. Donc, je le connais par cœur. Tu vois, les enjeux, je les connais. Tous les enjeux là, que je t'ai dressés, on a déjà la spec. Ce qui manque après, c'est le courage d'appuyer sur le bouton. Je pense qu'il faut avoir des convictions pour le faire. Mais c'est sûr que, tu vois, moi, je comprends que la conduite du changement, elle soit compliquée dans les boîtes. Parce que quand tu es dirigeante et que tu as pris l'habitude de gagner très, très bien ta vie, faut une sacrée déconstruction pour comprendre. Tu vois, la redistribution, c'est avant tout comprendre que toi, tu vas gagner moins. Oui. Oui, mais là, tu vois, c'est une cartographie des risques aussi. C'est de te dire, si ma matière première, entre guillemets, c'est les hommes et qu'ils se barrent tous, bon, bah, autant essayer de trouver des moyens. Alors, c'est une cartographie des risques, mais j'ai envie de te dire que quand tu vois... Oui, mais je suis d'accord que tant que ça marche, en fait, t'as pas envie de... Et puis surtout, en fait, comme tout le monde fait ça, je pense que t'as tôt fait de te dire que, en fait... et même que c'est une génération... On peut pas changer, c'est compliqué, que... C'est dur de changer. Donc, puis il y avait 2018-2019, c'était un peu, tu vois, l'entreprise libérée, compagnie, donc il y a fort à dire, c'est peut-être une tendance, ça va passer. Ouais, t'as ça. Et je pense qu'aussi, tu vois, quand tu fais de l'exploration, parce que là, en fait, on fait de l'innovation sociale, schématiquement, nous, ce qu'on fait, tu vois, quand tu analyses le secteur à l'époque, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à recruter et n'arrivent pas à fidéliser? C'est quand tu analyses la marque employeur de la corporation des ESN, bah c'est simple, il n'y a rien de y a pas de plus qu'une ESN. Bah non, mais c'est surtout, toutes les ESN se ressemblent. Ouais. Toutes les marques employeurs se ressemblent. Si tu anonymises tous les sites internet de toutes les ESN, je sais pas, t'en prends 10, je pense qu'il y en a 8 sur 10 que tu reconnais pas. Ouais, tu vas en reconnaître que 20%. Les mêmes valeurs. Et ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes offres, ils ont les mêmes couleurs parfois. En fait, je pense qu'un des enjeux de la marque employeur, c'est d'être remarquable, au sens propre du terme. Et aucune des boîtes ne le sont. Et nous, ce qu'on a fait avec Shodo, c'est on a mis en place des politiques, des mesures d'innovation RH et sociale pour devenir remarquable, pour du coup attirer à nous tu vois, celles et ceux qui se reconnaissent dans la manière de penser le monde du travail, le métier et la performance, etc. Mais aussi, on gagne du temps. On va faire fuir ou réfléchir, mais fuir quand même, les gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est là, en fait, que tu commences à avoir une forme d'efficacité dans ta démarche, parce qu'une marque employeur qui est efficace, elle est toujours un peu clivante. Alors, évidemment, si tu fais fuir tout le monde, ta marque employeur, elle est pourrie. Mais si tu attires, tu commences à gagner du temps. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, nous. Non, mais c'est rigolo parce qu'en fait, quand tu dis ils se ressemblent tous, je pense qu'ils ont d'abord vu le point de vue du client qui a besoin d'avoir quelque chose d'interchangeable, en fait. Et donc, ma question, c'était aussi comment ça se passe avec vos clients? Est-ce que, justement, ils vous choisissent pour ce que vous êtes? Donc, un modèle social innovant, organisationnel innovant, ou bien juste parce que vous êtes très bon ou même les deux. Non, mais en fait, tu vois, on fait de l'inbound depuis 2020. Donc on est en 2025, là. Donc ça veut dire que vous recevez Ça veut dire qu'on va attirer... c'est un concept marketing. Donc tu attires tes cibles. Donc les cibles, je mets des guillemets parce que c'est un peu sale. Mais c'est tes futurs salariés et tes futurs clients. Donc tu les attires parce que tu as produit suffisamment de contenu marque employeur, qui peut être du contenu technique, du contenu de marketing de vente, du contenu en ce qui nous concerne aussi, du contenu social, sociétal, etc., qui fait que tu attires. Donc oui, quelque part, pour répondre à ta question, oui, on a des clients et beaucoup aussi de salariés qui nous choisissent. C'est 70% de nos recrutements sont faits sur de la candidature entrante chez nous. Tu vois, on n'a pas de recruteurs, recruteuses, on ne fait pas d'approche directe, on ne bosse pas avec des cabs. Mais déjà, rien que ça, vous économisez de dingue, quoi. C'est pour ça qu'on est en capacité de redistribuer beaucoup, en revenus, en salaire, en moyenne marque entreprise.
Je mets un petit modulo sur l'approche directe parce que en rythme de croisière, on ne fait pas d'approche directe. Quand on lance des structures, tu précisais au début qu'on avait effectivement des filiales. On est un groupe de 10 entreprises aujourd'hui. Quand on lance des filiales sur un nouveau marché, on va faire de l'outbound, donc on va faire de l'approche directe, mais de manière hyper marginale. Mais donc oui, et sur le sales, tu vois, le niveau de réponse que je te donne, c'est qu'en 2020, quand on a connu la crise de la Covid, on a eu beaucoup d'interruptions d'activité. Enfin, le secteur a eu une forte interruption d'activité. Et nous, on avait des clients à cette époque-là qui nous disaient... Alors, on était beaucoup moins connus, évidemment, on avait à peine 1 an de développement. Mais ils nous disaient, en fait, votre approche, on l'aime bien. Ce que vous faites, ça nous plaît. Tu vois, c'est un peu comme les mecs qui achètent du chocolat étiqueté, tu vois, commerce équitable. Je pense qu'il y avait un peu cette forme un peu citoyenne de consommer de la prestation intellectuelle. Et en fait, on a des clients qui nous ont dit... On préfère sortir des gens, tu vois, des Sopra, des CGI, qui ont beaucoup de trésors que vous. Et effectivement, on a eu des prestats, beaucoup de prestats qui ont été maintenus. Donc c'est une conscience. Je pense qu'on est là aussi pour ça. Tu vois, à partir du moment où tu mets de la transparence sur la transparence sur les marges et les salaires, elle sert 2 objectifs. Le premier, c'est d'expliquer à tes salariés associés comment ils ventiler tu vois, le profit. Et tes clients, quelque part, tu leur dis aussi comment est utilisé le chiffre d'affaires. Et ça a du sens. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc là, si on revient sur tout ton modèle, donc on a effectivement cette transparence sur la grille de salaire. Ouais. Et je me souviens que ce qui est innovant aussi, c'est en termes de performance. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, écoute, la logique, elle est très simple. Nous, on a un modèle qui est redistributif. On a un principe qui est, tu vois, c'est une forme de cercle vertueux. On est convaincu que le bien-être crée de l'engagement. L'engagement favorise la productivité. La productivité t'apporte de la performance économique ou au moins de la robustesse, ça dépend comment tu vois les choses. Mais d'une manière hyper simple, si tu veux redistribuer dans les salaires, dans du temps libre, dans des politiques sociales, tu vois, on a mis en place congés menstruels, les congés paternité, congés parental même de manière plus globale, congés d'ancienneté limitée, plein de mesures qui coûtent cher et qui ont pour objectif finalement de limiter au maximum le turnover. En fait, comme ces mesures-là, elles coûtent cher, il faut que tu ailles capter du profit pour financer ces mesures-là. Si tu ne captes pas de profit, tu ne redistribues rien. Si tu n'as pas de profit, tu meurs. Et la logique, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi là. En fait, on porte une vision effectivement qui est hyper sociale. Et moi, je suis super fier de ça. Par contre, je pense que c'est important de marteler et de répéter aussi que c'est pas parce que tu as une vision sociale que tu n'as pas d'ambition pour ton entreprise, qu'on n'a pas envie d'aller tu vas conquérir des parts de marché, qu'on n'a pas envie d'aller apporter de la valeur en clientèle. Et ça, c'est important. Tu vois. Ouais, et en plus, il me semble que tu as tes collaborateurs, en fait, quand ils surperforment, ils peuvent avoir une redistribution. Enfin, en fait, chacun a des rémunérations et ils peuvent avoir en plus... Ouais, on a un modèle dans lequel, en fait, on va capter une marge, nous, qui est fixe. Ça veut dire qu'en fait, en moyenne, sur Paris, la marge qu'on capte en 2025, on l'a augmenté. Enfin, on l'a augmenté partout en 2025. Ouais. Parce qu'on avait un modèle qui avait été pensé en 2019 dans une conjoncture qui était prospère. Là, on est dans une conjoncture qui est beaucoup plus fragile. Donc, on a augmenté les prélèvements de marge de 20% à l'échelle du territoire parce que dans les modèles classiques de SN, je digresse, mais dans les modèles classiques de SN, la marge qui est prélevée comporte une provision pour risque. Et nous, en fait, cette provision pour risque, on l'a réduit au max. Par contre, on est là pour dire, prendre une provision pour risque quand la conjoncture est cool, ça n'a pas de sens. Prendre une provision pour risque, quand le marché est plus compliqué, ça a du sens, donc on le fait. D'accord. Donc ça, c'est pour t'expliquer. Donc on prend, par exemple, à Paris, 30 000 € de marge équivalent temps plein. Mais ça veut dire que le modèle est simple. À chaque année d'expérience, on fait correspondre un seul et même niveau de salaire fixe, auquel on fait correspondre ce qu'on appelle un taux journalier seuil, qui est le taux journalier
qui permet de financer l'objectif de marge et les conditions contractuelles du membre. Donc c'est là où ça vous permet d'être rentable. Voilà, donc à Paris, par exemple, le plus haut niveau de salaire, c'est 70 000 €. Le taux journalier associé, c'est 698. Donc en gros, chaque euro au-dessus de 698 va être intégralement reversé aux membres en charge de la mission. Donc par exemple, si tu factures 800 € au jour, tu vas facturer, si je ne dis pas de bêtises, 102 € au-dessus du jour, au-dessus du seuil. Ça, c'est de la marge excédentaire. Ouais. Cette marge excédentaire, c'est pour le collaborateur. Voilà, et donc par défaut, elle est reversée un tiers en bonus financier, un tiers en congé, bonus, et un tiers en temps libre. Ouais. Mais tu peux moduler après ton... C'est toi qui choisis. Ouais, tu peux choisir. En fait, l'idée... Ça vous coûte pas pareil quand même, tu vois, de donner un congé et du salaire. Ça coûte exactement pareil en fait, parce que tu convertis vraiment la marge en coût. Prime. Voilà, c'est-à-dire que en gros, tu vas dire, par exemple, si toi t'es facturé 800 € au jour et tu as 8 000 € de marge excédentaire, tu sais que ça correspond à 10 jours de déstaffing. Et ça peut arriver parce que moi j'ai négocié. Enfin, est-ce que du coup non, c'est moi le modèle. Le modèle, en fait, si tu vas sur notre site, il y a un simulateur. Ouais. Qui te permet. Ouais, j'ai été voir. En fait, du coup, ce simulateur-là, tu vois, là, c'est hyper abscon. Hein, parce que le modèle, c'est compliqué, etc. Et en fait, le simulateur, il apporte de la pédagogie aux candidates, aux clients. Et en fait, tu vas rentrer ton année d'expérience, le taux journalier auquel tu vas te facturer, et ça va te donner en output ton package, donc salaire fixe, variable, jour de congé bonus, et tu as une petite molette sur ton simulateur où tu peux convertir ton temps libre en revenus. J'ai dû me limiter en fait à la grille de rémunération. Alors j'ai pas bien en gros, si tu veux, la philosophie, c'est de se dire que on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes priorités, etc. Et on voulait proposer un cadre modulable dans lequel tu peux faire cohabiter le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, mais nous, auquel on rajoute quand même la contrainte, entre guillemets, de poser au moins 25 CP par an, parce qu'on veut se prémunir contre les burn-out. Et à l'opposé de ça, on fait cohabiter une autre vision dans laquelle on est en capacité de faire en sorte que celles et ceux qui souhaitent se reposer, particulièrement une année donnée, puissent le faire sans perte de revenus. C'est-à-dire qu'en fait, la marge excédentaire, ils vont la convertir en temps libre. Tu vois, je sais pas, pour te reposer, t'occuper de tes gamins, partir en vacances, sans perdre, tu vois, sans taper dans ton revenu. Ce qui est clairement révolutionnaire, c'est de redistribuer l'excédent. Parce que, je veux dire, n'importe quelle entreprise a envie de pouvoir avoir davantage de trésorerie pour investir, pour faire d'autres choses. C'est ça, justement, si tu veux, dans notre vision à nous. Finalement, on redistribue de l'EBITDA. On la convertit en fonction des besoins des gens. Donc l'EBITDA, on va la reverser déjà individuellement. Mais en plus, cette EBITDA-là, on va aussi, tu vois, quand on capte la marge, donc je te parlais à les 30 000, sur ces 30 000-là, on va financer les locaux, les moyens d'entreprise, des séminaires, du temps de création de contenu. Donc en fait, il sert aussi à redistribuer des moyens supplémentaires qui sont là pour t'apporter de la performance en vrai. Ouais, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire, c'était en fait c'est marrant parce que ça fait un peu entrepreneuriat quoi en fait. Non mais en tant que salarié, du coup je peux choisir comment je gère tout ça, je gère mes priorités. Et je me demandais aussi d'un point de vue mission, en fait, est-ce que vous permettez aussi aux collaborateurs de choisir leur mission? Oui. Et comment c'est viable ça? Parce que tu as toujours des missions de merde. Ouais. En fait, ce qui est moi, je vais viable... pas me jeter dessus, tu vois. Non, mais en fait, ce qui est viable, c'est... tu vois, c'est Jean-Charles Samuelian, un des fondateurs d'Alan, qui explique ça hyper bien. Il dit en fait, la transparence, quand tu bosses avec des gens intelligents, a priori, que tu as choisis parce que tu les as recrutés, la transparence, c'est censé permettre à tous les cadres sup avec lesquels tu bosses, en l'occurrence en ESN, tu bosses qu'avec des cadres sup, de prendre des meilleures décisions. Donc, quand tu es en période de prospérité, comme on a en plus quand même un très haut niveau d'exigence en termes de recrutement, tu pars du principe que tu vas avoir en amont beaucoup plus de choix de mission, un très bon taux de transformation en clientèle, et donc les gens vont avoir le choix.
Donc là, c'est fine. L'idée, c'est en prenant exactement la même marge par mission, quel que soit finalement ce qu'on appelle le taux journée, donc les honoraires de facturation, tu mets de côté tous les biais qui pourraient te pousser à dire écoute, je préfère que tu ailles à la Société Générale parce qu'on va avoir plus de marge. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Tu as lissé tout, en fait, alors qu'évidemment, tu es mieux payé à la SOG que... Donc, du coup, en prenant une marge fixe, tu t'enlèves ce cancer de la tête et tu laisses vraiment la liberté de choix. Quand ça va moins bien, comme actuellement, là, c'est beaucoup plus dur, les gens en fait, comprennent que quand avant, tu avais le choix entre 3 missions, là, tu vas peut-être avoir le choix entre 2 missions et peut-être que tu n'en auras qu'une. Et en fait, à un moment donné, la question elle est hyper légitime de se dire en fait, ta mission ne me plaît pas. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que faire un refus de mission quand tu sais que raisonnablement, sous 3 semaines, tu auras redémarré ailleurs, c'est une décision qui peut se prendre. Mais faire un refus de mission quand finalement, tu sais que tu n'auras rien avant 6 semaines, je pense que l'intelligence collective, c'est finalement de se dire que si tout le monde fait ça, la boîte, elle meurt. Absolument. Donc en fait, voilà, tu le fais pas. Et on en arrive à... Enfin, tu le fais pas. On en arrive toujours... tu vois, c'est un mec qui s'appelle Gordon Ford qui a théorisé ça, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a toujours... quand tu libères une organisation, tu as 3% des gens qui vont se comporter comme des contrevenants. Donc tu peux avoir des gens qui vont te dire non, en fait, moi, je ne vais pas bosser. Parce que ça ne me plaît pas. Et c'est comme ça. Faire avec. Là, du coup, après, tu as aussi du coup, le groupe qui va peut-être moins accepter cette personne au fur et à mesure. C'est là où, effectivement, tu as une forme de rejet aussi. Déjà, effectivement, toi, c'est pas parce qu'on est une organisation libérée que personne décide et qu'il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de dirigeant. Donc, oui, après, tu as plein de manières de ramener les gens dans le rang avec déjà pédagogie, avec de l'accompagnement. Et puis, si tu n'y arrives pas, de manière un peu plus dure. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu te sépares. Ouais, c'est clair. Et comment ça marche en termes de management, justement ? Tu peux préciser ? C'est-à-dire, vous avez des... Est-ce que, par exemple, les collaborateurs sont un peu dotés de tous les super pouvoirs, entre guillemets, ont la possibilité de trouver de nouvelles missions, de machin, ou est-ce que j'ai 2 managers au-dessus de moi, tu vois, qui... Non, ok. Alors, en fait, on apporte un service à la personne dans chaque filiale de Shodo. Le service à la personne, donc tu vois, tu as un service broker / commercial, tu as un service RH, juridique, légal, tu as une direction technique, tu peux être formé, tu es payé à l'heure, tous les services qu'il y a dans une entreprise classique, on les propose. Après, nous, il se trouve qu'on opère un passage à l'échelle sur 10 boîtes. Donc, comme on est une organisation distribuée, on a fait le choix il y a 2 ans de basculer d'une culture de l'oralité à une culture de l'écrit, parce que c'est plus efficace. Donc on a tout basculé sur Notion. Notre culture, elle est à l'écrit. Et donc ça permet d'avoir plus d'efficacité. Et dans notre doc sur Notion Shodo, on propose des ressources pédagogiques, si je puis dire, qui permettent à nos membres, celles et ceux qui le souhaitent, d'aller exploiter leur réseau professionnel. Donc typiquement, on a des mails de communication type, de prospection, de réponse à des sollicitations, de remerciements après un entretien client, de demande de revalorisation. On a tout ça. Donc tu as un cadrage qui est apporté, on va dire, aux collaborateurs pour qu'ils puissent faire tous les jobs. On donne des ressources pour rendre les gens autonomes. Tout le monde n'a pas envie de l'être. Par contre, tu vois, on arrive, je pense, à rendre facilement 15% des gens autonomes. C'est à la fois pas beaucoup et à la fois beaucoup, parce que les 15% que tu as rendus autonomes, ils te libèrent le temps qui va être un temps précieux pour accompagner peut-être des gens qui sont beaucoup moins. Mais du coup, je vais avoir ou pas à la fin, je sais pas, moi, mon entretien de fin d'année, je vais avoir des OKR, des objectifs, on me dit, il faut que tu aies fait ça. C'est pas formalisé comme tel. En fait, on a une grille, on va séparer les sujets. Souvent, les entretiens annuels, derrière, ça fait chez tout le monde, la seule chose qui intéresse les gens, c'est l'oseille. Donc en fait, nous, on a une politique salariale qui est basée sur une grille de fixe avec progression automatique.
Donc, tu n'as pas besoin d'aller solliciter une augmentation. Ouais. Elle est prévue. Elle est prévue jusqu'à ce que tu atteignes le plafond de la grille. D'accord. Qui est à Paris de 70 000 €. En province, tu enlèves 20%, donc tu es à 56 000. OK. C'est pas parce que tu as atteint le cap de ton salaire fixe que ton revenu n'augmente pas, puisque après, tu as des variables, tu en parlais tout à l'heure, qui sont déplafonnées, qui sont basées sur le chiffre d'affaires que tu vas ramener. La marge, quoi. Par contre, après, les objectifs, tu vois, tu me parles d'OKR, etc. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore suffisamment bien formalisés comme tels. Mais en fait, nous, on a un enjeu, on a plein d'enjeux, mais l'enjeu principal qu'on a, c'est de faire progresser les gens. C'est de s'assurer que, par exemple, quand tu intègres 30 à 40 personnes par an à l'échelle du groupe, avec ces personnes-là, sous 2 ans, elles maîtrisent bien tous les basiques de la ligne éditoriale de l'entreprise. Donc, tu as tous les basiques en termes de pratiques techniques, par exemple, mais ça peut être aussi tous les basiques en termes de posture. Et ouais, on a ces sujets-là à adresser. C'est pour ça qu'on a recruté une DRH il y a un peu plus d'1 an. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu vas sans te rendre compte, tu fais de la performance RH. En fait, RH, learning, tu vois, oui, tu te rends compte, pardon. Ouais. Mais en fait, parce que ce qui est trop chiant et hyper stressant, effectivement, c'est est-ce que je vais avoir mon bonus, est-ce que... Donc, une fois qu'on a écarté ça, on peut vraiment se focaliser sur l'essentiel. Sur l'essentiel, le développement, la capacité à présenter ma boîte, comment ça fonctionne à l'intérieur, et aussi d'inviter les gens à passer du temps avec leurs collègues et à s'investir dans l'entreprise et compagnie, quoi. Ouais, non, mais tout à fait, on le fait. Bon, alors déjà, tu peux considérer que tu as la lecture légale qui t'oblige quand même à avoir des entretiens périodiques. Je sais pas, c'est tous les 2 ans, 5 ans. Enfin, tu connais mieux que moi. Hein. Mais en fait, ça pour moi, c'est les garde-fous légaux. Ils sont là pour s'assurer finalement qu'à un moment donné, les gens progressent bien en termes de revenus et en termes d'épanouissement. Mais nous, effectivement, je te disais que la raison d'être de ce modèle-là, quand même, c'est de recréer de la fidélisation et de redonner du sens au salariat de manière plus large en ESN. Et donc, c'est apporter des réponses au niveau du turnover. Tu vois, la moyenne du secteur, elle est entre 25 et 30. Chez nous, c'est 5. On était à moins de 5% l'an dernier. C'est dingue. Donc, c'est hyper efficace. Super, ouais. En attractivité, tu vois, on a un taux de transformation des propositions qui est légèrement inférieur à 95%, donc c'est vraiment hyper bon. Après, notre intérêt, c'est quand même d'avoir des gens qui maintiennent un haut niveau de connaissances. On a mis dans nos contrats ce qu'on appelle un CFI, un compte de formation individuel qui est contractuel, qui est de 5 000 € par an, qui permet aux gens de piloter librement lors des staffings pour se former. Mais une fois que tu as fait ça, il y a quand même... tu vois, quand tu donnes de la liberté, il faut quand même effectivement mettre un cadre qui soit le plus large possible. Mais la liberté sans cadre, c'est un cadre empoisonné. Donc, c'est là où on se rend compte, tu vois, on apprend en marchant, mais on se rend compte qu'il faut quand même il faut un accompagnement. Là où, tu vois, on pense qu'en donnant vraiment beaucoup de latitude, les choses vont se faire naturellement. En fait, elles ne se font pas naturellement. En fait, il faut accompagner. Ouais, genre sur la formation notamment. Il faut accompagner sur la formation, il faut accompagner sur la pause, il faut accompagner sur tout, en fait. Tu vois, parce que des choses en tant que dirigeant qui te paraissent hyper évidentes en termes de vision, en termes de stratégie, en termes de tactique, elles ne le sont pas forcément. Il faut les expliquer. Ok. Oui, parce que en fait, ça paraît tellement. Tu vois, le CFI, là, ce que vous avez fait donc, sur la formation, tu te dis, bah oui. Enfin, évidemment, c'est plus motivant quand tu choisis ta formation. Oui. Après, tu peux te dire aussi, oui, mais si le mec il fait une formation d'éco, alors que bon bah voilà, clairement, faut qu'il se forme à un nouveau langage informatique. Intelligence collective. Les gens, à partir du moment où tu leur dis que c'est du budget pour se former sur leur métier, ils vont se former sur leur métier, sauf 3% des gens, qui sont jamais les mêmes. Et ça, donc en gros, je fais ça. Tu vas le partager, ça, moi, les formations que j'ai faites, on peut les voir quelque part. Alors nous, on est centre de formation agréé Calliope. On a donc des catalogues. On a des formateurs qui donnent des formations sur notre ligne éditoriale. Donc il y a une animation, tu vois, avec des formations internes. Vous-même en interne. Ouais. D'accord. Okay. Voilà.
Après, tu vois, nous, le savoir-faire, dans notre secteur, il se trouve essentiellement dans les conférences. Il se trouve que dans nos rangs, on a, tu vois, sur 150 membres, on a 25 speakers et speakers qui vont donner des confs en France ou à l'étranger. Donc, on a une communauté de très haut niveau. Mais le savoir-faire, il va se trouver soit dans les confs. Ouais, soit sur YouTube. Exactement. Mais du coup, ouais, il faut aller. C'est important de te maintenir à jour régulièrement. Et c'est sûr que c'est pas l'intérêt de la boîte d'avoir des gens qui vont aller suivre des formations, enfin, qui vont aller passer le permis de conduire avec cette oseille-là, quoi. Ouais, et juste, c'est pour ça que la question sur le management, c'était du coup, qui pilote l'équipe, tu vois, je sais pas, de Marseille, Alors, on a un binôme de DG par structure. C'est les DG qui vont regarder si moi, j'ai quand même je me suis formé, j'ai fait des trucs, quoi. Et on a, tu vois, sur la partie tech, on a un VP Tech groupe qui porte ces sujets-là. Et puis, tu vois, avec Guillaume, avec qui j'ai cofondé Shodo, on pilote un groupe, donc en fait on regarde ces indicateurs-là. Tu vois, on a parlé de performance tout à l'heure. Il y a un mantra dans Lean qui dit que ce qui ne se voit pas ne s'améliore pas, et donc ça fait quelques mois maintenant que tu vois, après le passage à l'échelle qu'on est en train de digérer, on essaye de faire popper des indicateurs qui ont du sens pour tu vois, mesurer l'intercontrat, mesurer tu vois, essayer de suivre un peu les besoins qu'on a en formation, avoir des indicateurs qui vont être au service de ta vision de boîte. Et question un peu bête, mais est-ce que c'était obligé de grossir ? Et jusqu'où tu veux grossir ? La question, c'est sûr que posée comme ça, non, t'es pas obligé de grossir. Vu que tu vois, t'as un modèle en fait qui est plutôt frugal, qui s'alimente bien. Oui, alors non, mais en fait c'est intéressant parce que au début, quand on a créé Shodo en 2019, pendant très longtemps, on voulait être un speakeasy. C'est-à-dire les speakeasy, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est les bars à cocktails très stylés qui sont cachés derrière des laveries ou des pizzerias. Ah oui, donc en fait, le mantra, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, tu vis caché, tu n'as pas besoin de grossir. Mais on a, je pense, dans notre démarche à nous, ce qui nous nourrit aussi, c'est de porter le changement, c'est de conduire le changement. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'on a voulu rendre notre modèle open source, qu'on l'a partagé, qu'on a accompagné des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont inspirés de notre modèle pour monter leur boîte. Okay. Et en fait, tu nourris un paradoxe quand tu es à la fois en train de vouloir bâtir un speakeasy et quand tu as quand même envie de participer à changer le monde du travail. Donc pour te répondre, à partir du moment où tu veux porter le changement, ouais, tu es quand même obligé d'avoir, tu vois, les preuves sociales. C'est quand même de montrer qu'à l'échelle, ton modèle, il marche. Quelque part, quand tu te développes bien, tu permets à des développeuses et des développeurs de profiter d'un modèle qui est cool, qui est le modèle de Shodo. Tu fais kiffer des clients. Donc pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on est en capacité de bien se développer, de bien grandir versus grossir de manière anarchique. Et donc, ça veut dire avoir une culture d'entreprise qui est claire, être en capacité pour bien redistribuer, d'avoir quand même suffisamment de revenus et de cash flow pour nourrir ton modèle. Donc oui, okay. En fait, c'est un choix aujourd'hui qui est délibéré. Mais pour te répondre, tu vois, on est 150 en 6 ans de développement. On aurait pu être 5 fois plus si on avait voulu. Parce que, en fait, si on avait une approche hyper libérale de scale très violent, on serait adossé à des business angels. Et en fait, c'est le cash qui nous permet de passer à l'échelle plus rapidement. Là, aujourd'hui, on a un entrepreneuriat qui est sur fonds propres, donc bootstrap, et donc qui nous conduit parfois à freiner, à faire attention, parce qu'en fait, c'est notre argent qui tourne. Je suis dans le milieu du conseil, j'ai jamais trop compris, moi, les levées de fonds, mais... Mais ça existe pourtant, ça existe. En fait, à un moment donné, t'as des entreprises qui vont lever pour accélérer un développement ou pour faire un exit. Enfin, beaucoup de ESN ont fait entrer des fonds. Mais justement, c'est qui, toi, tes modèles d'inspiration ? Parce que je reconnais pas mal de boîtes là quand tu parles de certaines choses, mais c'est qui, toi, qui t'a vraiment inspiré ? En fait...
on est les fanboys de personne. Il y a des choses de bon sens, tu vois. Quand on a créé Shodo, donc en 2019, moi, je suivais déjà ce que faisait Alan au niveau de la politique de rémunération. J'ai trouvé ça très smart. Et en fait, on a appliqué très, très rapidement, tu vois, on a mis en place une grille de salaire très rapidement parce qu'un des maxi pain points du monde de l'ESN, c'est les augmentations de salaire, c'est les entretiens annuels. Donc on s'est libéré, on s'est facilité la vie en faisant ça. Donc ça, tu vois, la transparence des salaires. Bon, il n'y a pas qu'Alan qui fait ça, mais j'ai appris qu'il y a des boîtes comme Shine qui ont fait des choses hyper cool derrière. On n'a pas de... Enfin, tu vois, moi, je bouffe beaucoup de contenu, donc j'arrive à effectivement à voir ce qui se fait ailleurs. J'écoute des podcasts, donc il y a plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui font des choses extraordinaires en termes d'innovation. T'es un peu en veille RH. continue pour voir... Mais je pense que nous, on a une approche qui est très, très bête. Rapidité d'action. Fail fast, c'est-à-dire en gros on préfère se tromper très vite que de mettre un temps fou à implémenter quelque chose, et à partir du moment où on s'est trompé, on itère, tu vois. Et qui sont les candidats chez vous en fait Le persona chez Shodo. Le persona chez Shodo, c'est des gens qui sont seniors, suffisamment seniors pour penser à se mettre à leur compte, mais sont des gens qui n'ont pas envie de se mettre à leur compte parce que, tu vois, moi, ma grille de lecture, c'est que dans les personnes qui sont mises indep, il y en a plus de 70% qui le font parce que c'est le moins mauvais modèle. Mais tu vois, des gens qui ont envie d'être solopreneurs, etc., je sais pas, enfin, moi, je suis persuadé que tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise en France, quoi. Tu vois. C'est intéressant parce que c'est que tu disais, c'est un peu redonner du sens au salariat. Enfin, en fait, redéfinir un peu le salariat, quoi. C'est un salariat cool, quoi. Parce que, entre guillemets... Moi, je suis persuadé, effectivement, que le salariat, c'est stylé. Que la lecture qu'on en a faite, notamment dans le monde du conseil, on l'a dénaturé et en fait, on a nourri un turn. Et en fait, quand les gens en ont ras le cul d'être tondus, ils partent. Mais on a les moyens pour rendre le salariat désirable. On est quand même dans un secteur qui est en forte croissance. On a de la gouvernance contractuelle qui est hyper confortable. Tu vois, en termes de predictability, on est à plus de 90% du CA. En fait, en début d'année, tu sais à 10% près quel CA tu vas faire. Et je te dis 10%, parfois c'est 5%. Donc, c'est très confortable. Donc, tu peux te permettre de prendre des risques, moi que je trouve finalement mesurés, mais d'innover. Parce que de toute façon, si tu n'innoves pas, tu disparais. Ouais, mais justement, est-ce que tu as des grosses ESN qui viennent vous renifler un peu pour savoir comment ça marche et qui se disent tiens, on va se faire une learning expedition? Non, mais grosse ESN, tu vois... y a une boîte qui est formidable. C'était la plus belle boîte de conseil de la place de France ou de la place de Paris, en tout cas les 20 dernières années, c'est Octo. Tu vois, Octo, ils ont toujours eu l'humilité d'aller... Mais qui ont été rachetés par Deloitte. Accenture. Accenture, pardon. Ouais. Mais tu vois, il y a un an, ils m'ont invité justement ils ont des journées de partage de pratiques avec des gens de l'extérieur. Je trouve ça hyper humble. Oui, j'ai fait une journée d'échange avec eux, mais effectivement, depuis quelques mois maintenant, on a des CEO de boîtes, voire de très grosses boîtes qui, par curiosité, prennent contact avec nous, et c'est toujours un petit moment plaisir d'aller... Je pense qu'ils doivent halluciner sur le taux de turnover. Ouais. Parce qu'ils se disent, ça a toujours été le gros sujet. Je pense qu'effectivement, on est une attraction quelque part. Après, je le généralise pas non plus parce que finalement, tu vois, on a une vision de la réussite entrepreneuriale qui est quand même particulière. Je pense que tu as des très grosses boîtes qui, en termes de création de valeur, de génération de revenus, qui sont extraordinaires. Pour qui, tu vois, le projet Shodo, c'est quelque chose qui... C'est lunaire. Ouais, mais j'ai même envie de te dire qu'il n'est pas désirable pour eux. Enfin, tu vois, c'est pas pour ça qu'ils conduisent un business, quoi. Tu vois. Par contre, je pense que ce qui peut nous rassembler avec ces gens-là, c'est que, tu vois, Guillaume, en termes de
tu vois, d'ambition, d'exigence, de désir, d'apporter vraiment un maximum de valeur en clientèle, là, on se rejoint. Tu vois, on est fan de performance en termes de valeur, de ce qu'on est en capacité d'apporter à nos clients. Ouais. Et donc, ouais, tu disais que tu avais quand même beaucoup de candidatures spontanées. Oui. Donc, tu as des gens qui viennent parce qu'il y a la grille de salaire, parce qu'il y a cette transparence. Parce qu'il y a des mesures inclusives. Tu vois, on a un cercle féminin qui s'appelle la sororité, donc la sororité version Shodo, qui s'est créé il y a plus de 2 ans maintenant, qui a mis en place des mesures d'égalité de genre, qui en moins de 18 mois ont permis de tripler les effectifs de salariés féminins. Ah ouais? Ouais, alors on était très très nuls. Il y a plus de 2 ans, en fait, il y avait 9. C'est pas de votre faute à ce point-là. Enfin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors, il y a ça, effectivement, de manière systémique, il y a très peu de meufs dans la tech. Donc, on peut considérer effectivement qu'on n'est pas responsable de ça. Après, on n'était pas du tout inclusif, je pense, dans notre marque employeur il y a 3 ans. Et donc, à partir du moment où tu n'es pas inclusif, tu n'attires pas, tu attires moins de femmes. En plus, nous, on est vraiment dans on est dans le dev, nous. Donc, dans le dev, il y a encore moins de femmes que dans le produit, par exemple. Tu vois, en ESN, la surreprésentation, elle va être dans les fonctions RH, en com ou dans le produit. Ouais, et même si tu as un peu de change, enfin, voilà, Ouais. Et justement, et dans le dev, c'est très moindre. Mais en l'occurrence, on a quand même triplé nos effectifs en 3 ans, ce qui est cool. Ouais. Enfin, je sais en 3 ans, mais même en moins que ça à l'époque. Donc on a une capacité à attirer parce qu'on a une communauté tech de très haut niveau, parce qu'on a des pratiques RH qui sont attractives, et parce qu'on a des mesures d'égalité de genre qui font qu'on a et des meufs, mais il faut aussi le dire, il y a des mecs qui sont fiers de ces mesures-là, donc ils vont aussi postuler pour ça. Et évidemment, on doit t'en parler à chaque fois, mais est-ce que le risque, entre guillemets, c'est de ne pas avoir les gens qui ont la dalle, quoi. C'est de pas avoir des... On en parle à chaque fois, ouais. Ouais, c'est forcément. Ouais, en fait... Les killers. Écoute... Oui, c'est alors un risque. C'est pas un risque, mais c'est une particularité du modèle. Je voyais, il y a une étude qui montrait là que les jeunes, en fait, la première chose qu'ils vont rechercher, c'est l'argent, en fait, et ils vont aller directement en finance, machin, pour ça. Donc là, ça peut être démotivant entre guillemets de se dire qu'il y a une grille de salaire. Alors évidemment, qui peut être pimpé parce que je vais faire plus de chiffre d'affaires, mais voilà, tout de suite, je me dis pas, je vais être partenaire ou je vais être. Alors. Déjà, chez nous, je reformule. À partir du moment où tu sais que tu es fort, tu as un fort savoir-faire et un fort faire-savoir, donc, autrement dit, si tu sais que tu vas te facturer très cher, tu sais que tu vas gagner très bien ta vie. Il y a un certain niveau de TJ où il y a des techs qui peuvent gagner plus que des dirigeants. Tu vois, donc ça, c'est un fait. Ok. Ça, c'est pour répondre au fait que le modèle n'attire pas des performeurs. Là où, par contre, tu as raison, c'est que à partir du moment où tu vas parler beaucoup de bien-être au travail, etc., tu peux faire perdre de vue le fait que la performance en entreprise, elle n'est pas négociable. Et ça c'est de la culture, ça fait partie des choses... en tant que leader ou dirigeant qu'il faut rappeler. C'est de manière hyper basique, c'est-à-dire que ça sera déjà, il y a pas... Non, mais en fait, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de street credibility d'une boîte sans rentabilité, déjà. Absolument. En fait, tu ne peux pas dire c'est incroyable chez nous, bien-être, mesures inclusives, mais on perd de l'oseille. Voilà, c'est fini. Ça n'a C'est pas viable, du coup. C'est pas viable. Et puis, si on veut continuer à bien payer tout le monde, à financer du congé d'ancienneté limité, financer du bien-être, ça coûte cher. Et donc, on a besoin de générer du profit. Et pour générer du profit, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être bon. Et dernière question un peu business, ça vous a pas tenté justement d'ouvrir au-delà du développement, de faire d'autres métiers, entre guillemets ? On a commencé à le faire. Puisque on a un vertical, alors ça reste quand même proche du dev, mais on a un vertical sur Paris qui s'appelle ShowDops, qui est autour du monde de l'Ops, donc du monde de l'infra. Enfin, on essaie de désiloter justement
l'univers du dev et l'univers de l'ops. Mais moi, je suis persuadé que notre modèle, effectivement, il s'applique à tous les verticaux. On pourrait monter un ou plusieurs chaudeaux autour du produit, autour de la data, autour du conseil, du conseil autour de l'agilité. Ça s'alimente en fait. Ça s'alimente, en fait. En fait, le curseur, c'est juste de dire, à partir du moment où tu as un métier de facturation, tu choisis un seuil, tu vois, tu parlais de frugalité, mais effectivement, tu choisis un seuil qui permet à l'entreprise de se développer sereinement, tu redistribues tout le reste. Voilà. Ok, hyper intéressant. Écoute, trop cool. J'ai quelques dernières questions. Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être le pire conseil qu'on t'ait donné ? Ou alors j'en ai un qui me vient machinalement, mais on m'a donné il y a hyper longtemps quand j'ai commencé à bosser. J'avais des mecs qui me disaient, je sais même pas des mecs, je crois que c'était des profs, c'est ça qui était terrible, qui me disaient, tu vois, quand j'étais en prépa et on me disait voilà, pour passer les oraux, faut mieux mettre des costumes sombres, couper les cheveux. Quand j'ai commencé à passer des entretiens sortant d'école, pour intégrer le monde du travail, c'était de dire c'est pareil, mettez des costumes sombres, faites pas trop de vagues. En fait, il y avait faites pas trop de vagues, rentrez dans le moule. Et ça, pour moi, c'est vraiment le pire conseil qu'on puisse donner à des gens, parce que je pense que, moi, déjà, la règle de base, c'est que ce qui compte, tu vois, c'est d'être bon. Donc, c'est d'amener de la valeur et de la perf au boulot. Comment t'es sapé, c'est complètement anecdotique ou accessoire, sans jeu de mots. Et puis surtout, en fait, avec un mindset comme ça, tu n'innoves jamais. Parce qu'en fait, on t'explique toute ta vie qu'il ne faut pas sortir des sentiers battus. Donc voilà, ça c'est un des pires conseils qu'on m'a donné, mais je pense qu'on en a donné d'autres, mais je ne les ai pas en tête. Mais gommer un peu ta singularité, quoi. Ouais. Et le meilleur conseil ? J'ai rien qui me vient en tête, mais enfin si, mais je sais même pas si c'est un conseil ou si c'est un mantra. Je pense que le meilleur conseil, c'est de se tromper vite. C'est parce que derrière, tu as rapidité d'action. Une boîte qui prend des décisions trop lentement, c'est une boîte qui va pas bien et c'est à terme une boîte qui meurt. À mon avis. Il y en a qui sont encore debout depuis longtemps, mais qui sont très loin. loin. Il faut avoir beaucoup d'argent de côté, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ou un modèle de rentier. Et donc, je sais pas si du coup, tu as une philosophie de vie un peu ou de management à partager au-delà de celle-ci. Non, mais j'ai pas de philosophie particulière. Moi, je pense que, tu vois, j'ai une vision du management qui est basée autour de peut-être du servant leadership, c'est-à-dire que je pense qu'en tant que manager, déjà, faut considérer les gens comme des adultes responsables, et pas comme des enfants dont tu es le papa ou la maman, tu vois. À partir du moment où tu considères les gens comme des adultes, que tu considères qu'ils sont intelligents parce que tu les as recrutés toi-même, tu leur fais confiance. Et moi, effectivement, je pense que la confiance, ça devrait être la clé de voûte de toute la relation en entreprise, parce que c'est, à mon sens, qui permet de permettre un cadre qui est propice à avoir des résultats et à cartonner, en gros. C'est ce que tu as fait avec Shodo. C'est ce que j'essaie de faire avec Shodo. Trop bien. Dernière question. Ouais. Qui je devrais inviter ? Donc, tu as compris la philosophie un peu de Yes We Care, donc une personne que tu admires et que je pourrais inviter. Écoute, ça dépend. Il y a plein de gens qui font des choses assez extraordinaires. Là, le dernier mec qui a fait un truc que j'ai trouvé vraiment beau, c'est le fondateur de Café Joyeux. Ouais, j'ai écouté. Mais j'ai pas d'admiration particulière. Je trouve juste que c'est hyper chouette de le faire. Ouais. J'ai discuté aussi avec un entrepreneur qui s'appelle Marc Batty, qui a plaqué une licorne pour aller monter une boîte qui s'appelle Fève dans l'agroécologie. Je trouve que la démarche, elle est admirable.
J'ai discuté avec un mec qui s'appelle Edouard Pic, qui a une boîte qui s'appelle Clinitex. Je les ai reçus, j'ai reçu son papa. Ben voilà, du coup, donc Thierry, mais je trouve ce que fait le fils, c'est très bien aussi. Ouais. Mais, enfin, tu vois, ça dépend vraiment quel est l'angle que tu valorises, hein, mais ça peut être des pratiques d'innovation sociale très cool. Je trouve que ce que fait Clinitex, c'est extraordinaire. Ouais. Mais il y a plein de choses. Enfin, tu vois, ce qu'ont fait les mecs chez Alan, c'est très bien aussi. Enfin, il y a plein de sources de. Je prends tout ça. Hein. Il y a plein de sources d'inspiration en ce bas monde. Ok, bah écoute, je prends les 2 premiers que j'ai pas invités, alors Ok. Déjà. Bon bah trop cool. Écoute, merci encore, John. Écoute, on te suit, on invite toutes les personnes qui recherchent des développeurs, des super talents dans l'informatique à te contacter. Ouais, avec plaisir. Et franchement, on n'a qu'une hâte, c'est que ça c'est à SM et qu'on voit plein de choses de partout. Donc bravo encore et à bientôt. Merci pour l'invitation et à bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.